Merci. Le contour est déjà en partie tracé sur cette image que je commenterai un peu plus tard. Donc je vais vous parler aujourd'hui, comme j'ai la tête un peu prise par ce projet et le corps aussi un peu pris par ce projet qui consiste à faire une performance d'Empty Words. Je me suis dit qu'en introduction à la performance qui commencera ce soir et qui durera jusqu'à demain matin, je vais commencer par parler de cet ouvrage de John Cage qui figure parmi les ouvrages, ce qu'il faut dire, cruciaux, fondamentaux de John Cage. Peut-être tout chez lui est crucial et fondamental, comme chez tout le monde d'ailleurs, il n'y a rien de particulier à cela, mais surtout que c'est quelque chose qui est très peu connu. John Cage était, je ne sais pas s'il l'est encore, un des artistes les plus connus, en tout cas du XXe siècle. Je pense que c'est un artiste dont la réputation, la gloire, l'éclat, l'influence a été parmi celles des artistes les plus commentés, en tout cas de ces 50 dernières années. Il est possible qu'aujourd'hui, ça le soit un peu moins, parce que les temps changent. Alors, c'est pas pour réhabiliter son œuvre, il n'en a pas besoin, et c'est pas moi qui aurai la prétention de le faire, mais c'est plutôt pour éclairer cette œuvre dont vous trouverez une abondante documentation, notamment sur le net, mais aussi dans toutes sortes de publications. Mais commenter quelque chose qui, curieusement, dans son œuvre, a été assez invisibilisé. On dirait aujourd'hui de ce néologisme silencieux, ce qui finalement lui convient assez bien, puisque ça a été un des grands théoriciens et activistes du silence, mais qu'il s'agit quand même de mettre en parole un peu, en tout cas de remettre un peu, et qui nous permet de réfléchir un peu différemment sur sa production et de façon plus globale sur, je crois, les mouvements esthétiques, artistiques et politiques aussi, éco-politiques du XXe et du XXIe siècle. Alors cette œuvre est tirée d'un ouvrage, celle donc que je vais vous présenter qui s'appelle Empty Words, est tirée d'un ouvrage qui s'appelle Empty Words. Alors l'ouvrage en question, c'est celui-ci. Je vous le montre ici. Empty Words, c'est une collection d'écrits de John Cage qu'il a fait paraître en 1979, mais une collection d'écrits, de textes, de choses qui sont sur la page, et qu'il a écrit entre 73 et 78. Alors ça fait partie d'une série d'ouvrages de John Cage, ceux justement dont je dis qu'ils ont été relativement peu commentés, voire assez invisibilisés, qui sont l'activité textuelle, qui résume et qui reprennent, qui recueillent l'activité textuelle de Cage depuis le début de sa carrière artistique, soit à la fin des années 1930. Je rappelle que John Cage est né en 1912 et il est décédé en 1992, à l'âge de 79 ans. Il allait avoir 80 ans. Et celui-ci est le troisième des recueils qui a commencé par Silence, non, le quatrième, pardon. Le premier, c'était Silence. Je viens de parler du silence. Il se trouve que j'ai traduit en français. Et j'ai eu la très bonne idée de le traduire avec le titre Silence. Voilà, donc le deuxième livre, c'est A Year for Monday. Le troisième, chacun de ces livres recueille toute une série de textes de John Cage dont il faudra interroger la nature, et c'est ce que je me propose de faire avec ça. Le troisième, M Writings. Le quatrième, Empty Words. Il y en a encore quelques-uns qui recueillent. Donc il a au fond une considérable activité du point de vue quantitatif, comme écrivain, activité qui a été très très peu commentée dans son exégèse par toutes sortes d'historiens de la musique, de l'art, et une activité très importante d'artistes musiciens. Ça, je pense qu'à peu près tout le monde s'en souvient, ou en tout cas en a entendu parler. On connaît peut-être un peu moins, qu'aujourd'hui ça revienne assez bien, son activité d'artiste plasticien. À la Biennale à Chandeline, à la centrale de la Biennale 100, il y a une série de vitrines dans lesquelles on rappelle cette activité d'artiste plasticien, tout à fait considérable aussi, et un autre rayon d'activité, un autre domaine d'activité qui est celle d'écrivain. Alors, est-ce qu'il faut le qualifier de poète, d'écrivain, d'essayiste? Ces écrits, rassemblés dans des recueils comme celui-ci, existent et sont très composite. Vous avez des choses qui sont des essais théoriques, vous avez des
toutes sortes des poèmes, vous avez des essais plus libres, des histoires, des anecdotes. Au fond, c'est assez difficilement classable comme écrit. Et je crois qu'on peut réunir, trouver un fil conducteur à cette activité d'écrivain, surtout sous l'angle de la recherche constante que l'on remarque, et c'est ce sur quoi je vais venir, sur la recherche formelle extraordinaire d'inventivité qui caractérise Cage, non seulement dans son activité plasticienne et musicale, mais aussi d'écrivain. Donc Empty Words, ça, c'est une période de son activité d'écrivain. Je me propose de me centrer sur l'œuvre qui sera exécutée ce soir et demain matin, jusqu'à demain matin, qui a le titre de l'ouvrage éponyme et qui s'appelle aussi Empty Words. Alors vous voyez déjà que par rapport au titre que j'ai indiqué, vider les mots, démilitariser le langage, performer. Empty words, on peut le traduire par vider les mots ou bien les mots vides. Ça, avec l'ambiguïté ou l'ambivalence du terme empty en anglais, qui peut être soit un adjectif, soit un verbe. En français, on serait bien embêté de le traduire intégralement. On doit choisir vider les mots ou bien les mots vides. Alors pour le titre de la conférence, j'ai choisi vider les mots, mais pour ce que je vais dire, il y aura aussi les mots vides. Ensuite, démilitariser le langage, je vais y venir, et performer, je vais également y venir. Ces textes engagent les personnes qui ouvrent les livres et qui tentent de s'y faire un chemin, engagent ces personnes à performer, c'est-à-dire, je le prends au sens premier, à donner forme à ce qui est dans la page. Il y a une injonction cageenne qui est celle de donner forme. Ça peut prendre toutes sortes de formes, cette forme de donner forme au langage, mais en tout cas, c'est des textes qui ne vous laissent pas simplement contemplatifs, et qui ne vous laissent pas indemnes de ce point de vue-là. On est sommé de leur donner une forme. Ce qui peut être aussi le rejet ou l'oubli. C'est aussi pour moi une sorte de performance de ces textes, simplement de les oublier, ce qui est justement le cas, parce qu'ils sont assez... ils laissent très perplexes, ils nous interloquent vraiment. Eh bien, ces textes, dont le texte Empty Words, a cette fonction performative qui est contenue dans leur contenu et dans leur forme. Ils nous appellent à performer. Alors, on peut situer John Cage, à la fois je viens de le faire comme une sorte d'artiste singulier, relativement exceptionnel, très polyvalent, se centrer sur la personne et son appel créatif, mais j'aimerais d'emblée élargir le contexte, c'est-à-dire non seulement verticaliser cette question et la poser sur la personne et la figure de John Cage, mais l'horizontaliser en essayant d'ouvrir un peu le contexte. Alors, le contexte qui m'intéresse moi, et qui nous sommes quelques-unes et quelques-uns à nous intéresser, c'est celui qui a été très bien, je trouve, résumé dans ce catalogue d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années dans une université nord-américaine, à Yale University. Beyond Words, et le titre Experimental Poetry and the Avant-Garde. Alors j'ai pris ce document comme il y en a bien d'autres, tout simplement parce que je l'avais sous la main et que ce titre Beyond Words, Experimental Poetry and the Avant-Garde, résume à la fois une intention artistique et esthétique, faire de la poésie expérimentale et se placer dans ce qu'on a appelé les avant-gardes historiques, les avant-gardes tout court. Aujourd'hui, on dit plus volontiers les avant-gardes historiques, parce qu'on a l'impression que les avant-gardes, c'est fini et que c'est un moment de l'histoire à voir. Et puis, une exigence, un statement, une déclaration de ces poésies, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais citer quelques noms, montrer un très bref exemple. Eh bien, il y en a des centaines. Je pense que les personnes que vous allez entendre après moi, Violaine Lochu, Heike Fiedler, Jeff Barda, et bien d'autres, sont des personnes qui se reconnaissent explicitement ou non. En tout cas, moi, je les reconnais dans cette histoire-là. Elles s'inscrivent, ces personnes, et il y en a encore aujourd'hui, donc les avant-gardes ne sont pas toutes mortes, elles s'inscrivent dans quelque chose qui est né, on peut le faire remonter au 19e siècle, en tout cas qui caractérise un certain mouvement de la poésie, de l'écriture, comme cela caractérise aussi certains mouvements de la peinture, de la musique et d'autres formes artistiques. Et qu'est-ce que font ces poètes? Au fond, c'est ce que nous propose ce catalogue, qui réunissait des œuvres de toutes
ces avant-gardes-là. Je cite quelques noms: Bob Cobbing, Bernard Haitink, Henri Chopin, John Cage et bien d'autres, Lily Greenham, Michel Métaille, Elke Herb, Augusto de Campos. Enfin, vous ouvrez le catalogue, vous verrez ces différents noms. Des œuvres de personnes pour lesquelles la poésie, l'activité poétique, et je dirais même plus généralement d'écriture, poser la question du mot. Est-ce qu'on en reste au mot? Que faire avec le mot? Et là, il propose ces gens, ce courant, ces générations d'artistes, écrivains, écrivaines expérimentaux, expérimentales, nous proposent, ainsi dit le catalogue, d'aller au-delà des mots, beyond, qu'on pourrait traduire au-delà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, aller au-delà des mots? Je vais vous montrer cet exemple particulier, qui est celui de John Cage. Mais donc, ça caractérise au fond John Cage et son œuvre dont je vais parler surtout dans un courant bien plus large. C'est ce que je voulais dire avec cette image-là. L'image suivante est tirée de brouillons. Vous voyez, quand on s'intéresse à ces choses-là, il faut parfois aller dans des coins très... C'est un brouillon totalement inédit qui se trouve dans les archives d'une radio publique britannique, mais complètement non classée. Et c'est une de mes collègues et amies, Dorothea Schurz, qui travaille à la Haute École de Berne, l'école concurrente et transalpine vers le nord de l'EDA, et qui effectue une recherche sur cette poétesse anglaise, ou plus exactement d'origine allemande, autrichienne, mais ayant vécu en Angleterre, qui s'appelle Lily Greenham, et qui a proposé, elle, pour son cas propre, et elle fait vraiment partie de ces poésies expérimentales, de la lingual music. Elle propose la lingual music. Et pour elle, aller au-delà des mots, ça veut dire, et réfléchis là en termes de qu'est-ce que les mots ont à voir avec la musique. On se rapproche de la question du son aussi avec ça. Contrairement à la façon traditionnelle de poser des mots sur de la musique, ce que font beaucoup de poètes ou de compositeurs, donnez-moi des mots et je vais les mettre en musique. Elle, moi, Lily Greenham, dans la lingual music, dans la musique linguale, c'est son terme, le spoken language, le langage parlé, émerge en tant que musique. Donc il ne s'agit pas de mettre des mots pour aller vers la musique, il s'agit pour elle de faire, voilà, typiquement une démarche expérimentale, de faire du langage et des éléments concrets du langage, le spoken language, de faire de la musique. Le premier, alors c'est une note qu'elle a notée et que vous êtes les seuls à avoir lu avec moi et Dorothea désormais, puisque c'est encore enfoui dans les archives de la radio britannique, de la BBC pour être plus précis. La première étape dans mon processus de ces pièces, alors elle utilise l'électroacoustique, c'est d'enregistrer je traduis, un répertoire de lettres, de syllabes, de mots et de sentences, letters, syllables, words, sentences. Je reviens là-dessus, sur ces éléments, parce qu'on va les retrouver chez Cage, pendant lesquels le processus, pendant le processus ultérieur de travail, sera utilisé de façon mécanique uniquement. Autrement dit, elle enregistre tout un matériau de spoken language qu'elle classe en lettres, syllabes, mots et sentences, qui n'est pas exactement les phrases au sens français, mais les expressions, les bouts de phrases, et qui sont donc pour en constituer, selon elle, des tape pieces, des pièces pour enregistreurs. Donc, vous voyez, elle décrit de façon assez précise son processus qui consiste à aller, si on extrapole et si on tire de cet exemple très concret quelque chose de plus abstrait, il s'agit d'aller au-delà des mots, là, beyond words. Et pour elle, the only sound sources used is the human voice, c'est la voix humaine seulement qui peut être utilisée. Donc, nous sommes dans les années 60, 70 du XXe siècle, il n'est pas encore question d'une voix générée, d'intelligence artificielle ou autre. Elle prend une série d'éléments qui l'intéressent et elle entend ainsi, elle revient, à faire émerger la musique même du langage parlé qu'elle aura récolté ici ou là. Voilà donc un exemple de aller beyond words. On va venir maintenant à John Cage.
Alors, John Cage, c'est un peu difficile à lire, mais c'est comme ça dans ses ouvrages écrits. Je n'ai pas mentionné le fait que dans ses livres, Cage non seulement expérimente des formes ou autres, il expérimente également la typographie. Et vous avez ces livres qui se présentent sous une forme tout à fait banale. À l'intérieur, il y a une sorte de richesse typographique tout à fait singulière aussi, qu'on retrouve très très rarement, et qui font de ces livres aussi quelque chose comme des livres d'artistes. Donc il y a une dimension plastique du livre aussi qui est prise en compte dans l'activité d'écrivain de John Cage. Ce qui est parfois très difficile à obtenir, aujourd'hui en tout cas, de la part des éditeurs. Dès qu'un auteur se met en tête de leur proposer des formes typographiques différentes, les éditeurs en général sautent en l'air parce que ça démultiplie les coûts de production. Alors John Cage a la possibilité de le faire et il ne s'en prive pas. Donc pour vous dire, là par exemple, il expérimente, c'est lui qui invente en fait un genre dans cet ouvrage, Empty Words, dans les ouvrages aussi précédents, et ça va devenir une de ses marques de fabrique, de ce qu'on appelle le mésostiche. Alors c'est du texte, c'est écrit. Ce mésostiche, ça consiste, vous connaissez peut-être la technique poétique très ancienne de l'acrostiche, où si vous prenez le premier mot de chaque vers et la première lettre de chaque vers, et vous les alignez avec l'autre, ça donne, c'est souvent au dédicataire de l'œuvre. Si je fais un poème pour Jean-Paul Feulet, par exemple, je commencerai par J, je suis arrivé à Sion, deuxième vers, et le E de Jean, et je fus très bien accueilli à l'auditoire, ça fait GA, et N, nonobstant le fait qu'on ne puisse pas boire dans cet auditoire. Voilà, ça fait déjà Jean, vous voyez. Donc Jean, et vous avez déjà un premier poème. Ensuite Paul, Feulet, voilà, ça ferait un acrostiche. Vous avez la possibilité de faire un acrostiche aussi final avec la possibilité, alors c'est plus compliqué, je ne vais pas m'y risquer ici, en mettant justement les lettres que vous voulez faire ressortir en quelque sorte, vous les mettez à la fin du vers, stich voulant dire en grec stichon, le vers, donc à la fin, au bout du vers, mais au bout à droite du vers, et vous avez au fond un message subliminal ou caché en quelque sorte. John Cage, j'ai dit, je vais inventer quelque chose qui c'est le mésostiche. Et le mésostiche, ça veut dire prendre une lettre qui est au milieu du... Alors ici, vous avez par exemple, et la mettre en évidence. Vous voyez, c'est breakfast. Vous arrivez à lire peut-être, ou c'est peut-être un peu the morning. Le O ressort. Voilà. O, newspaper. Hein. Déjeuner, le journal du matin. First ob, le B est souligné, jective, premier objectif. Scarsdale, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire Scarsdale, c'est peut-être un néologisme, c'est peut-être un terme, quelqu'un sait ce que c'est, Scarsdale, mais le R, ce qui m'importe ici, c'est surtout que le R soit mis en évidence par une majuscule. Ensuite, mushrooms, champignons, grow on, alors Scarsdale, je suppose que c'est quelque chose, l'humus ou quelque chose comme ça, sur lequel poussent les champignons. Mais vous voyez que chaque fois, il y a B, R, O, W, N. Et qui est-ce qui est indiqué ici? C'est un nom. Alors c'est aussi le dédicataire de ce poème, Brown. Et qui est Brown? Alors on va un peu plus loin. Et ici, we don't. Alors la répartition sur la page, c'est une affaire aussi qu'on pourrait commenter, mais que je vais rapidement laisser de côté pour me concentrer surtout sur ce mésostiche. Nor, we don't know our nor dreams asleep. Nous ne connaissons pas nos rêves lorsque nous sommes endormis. Et ça donne Norman. Donc, vous l'aurez deviné, il s'agit de Norman Brown. Voilà un mésostiche, une technique dont on peut se dire, si on le lit comme ça, on se dit, c'est rigolo, c'est un jeu typographique. Si je commence à l'imaginer du point de vue du sonore, je peux me dire, tiens, il y a peut-être l'intention ou quelque chose qui restera dans mon résidu d'écoute, objectif, des lettres qui je pourrais entendre plus fort en quelque sorte. Alors, tout dépendra de la façon dont
si je veux les performer, vous voyez que d'emblée, je suis appelé comme simple lecteur à performer ce texte, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, eh bien, il y aura peut-être quelque chose du nom caché. Si je le lis, First Objective, Scarsdale's Mushrooms Grow On, on n'entend pas Brown, mais si je l'imagine, et tout à coup je m'arrête, même imaginairement, enfin une sorte d'écoute intérieure, je peux essayer de faire ressortir, je suis appelé à performer, du point de vue sonore, ce qui est un simple poème écrit. Norman Brown, qui est le dédicataire. Alors, voilà, c'est juste pour vous indiquer un procédé très simple, pas si simple que ça, parce que Cage, évidemment, ajoute au fait de faire ressortir du milieu du vers la lettre qu'il veut faire ressortir pour mettre en exergue le nom, mais il s'impose des règles comme celle, par exemple, de ne pas utiliser ce R. Par exemple, ici, le R de Scarsdale ne doit pas venir dans ce qui précède depuis la lettre mise en exergue précédente. Donc ça limite passablement le choix des mots, donc de façon à pouvoir faire en sorte qu'on attende une lettre nouvelle. S'il y a plein de R avant, ce R de Brown, que je vais faire ressortir du mot Brown, il sera il sera en quelque sorte fondu dans d'autres R, et il veut isoler ce R, donc interdiction tactique poétique d'utiliser ce R. Voilà donc l'exemple du mésostiche. Pourquoi Brown? Parce que Brown, c'est celui qui l'a inspiré. Norman Brown, moins connu aujourd'hui, il a eu son heure de gloire dans les années 50 ou 60 comme un philosophe théoricien marxiste, ce qui aux États-Unis à l'époque n'était pas très bien vu et qu'il l'est pas tellement aujourd'hui non plus. C'était l'époque du macartisme aux États-Unis, et qui a enseigné dans différentes universités, et qui, entre autres, a réfléchi à toute forme d'oppression, comme tout bon philosophe marxiste, et en particulier à celle qu'imposait le langage. Alors, John Cage était ami de Norman Brown, celui de l'édicataire du poème. Et Norman Brown a, entre autres, suggéré ceci, qu'il convenait qu'il y avait quelque chose, que dans le langage, il y avait quelque chose de l'ordre du fascisme, en tout cas d'une oppression, d'un pouvoir. Et qu'est-ce qui fait le pouvoir du langage, dit-il? C'est la syntaxe. Il y a quelque chose de militaire dans la syntaxe. La syntaxe, c'est l'art d'ordonner, oui, ordonner les mots les uns après les autres pour former une phrase cohérente. J'utilise de façon plus ou moins spontanée, mais j'ai eu l'habitude depuis mon enfance de prononcer des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. Donc, comme nous tous, ça nous permet aussi, c'est un système d'intercompréhension qui est assez efficace pour qu'on se comprenne. Cela dit, c'est aussi quelque chose qui est, dans cette théorie marxiste poussée un petit peu à terme, quelque chose qui, selon les termes même de Brown, militarise le langage. Il s'agit donc, pour Norman Brown, l'effort de la poésie pourrait être ou l'effort de la réflexion critique, ça pourrait être comment faire pour démilitariser le langage. Et démilitariser le langage, c'est précisément le deuxième sous-titre de mon titre, la deuxième partie de mon titre. C'est ce que Cage entend faire. Il dit: j'eus l'idée, en entendant Norman Brown parler de démilitariser le langage, de faire quelque chose qui permettrait à libérer quelque chose à l'intérieur même du langage, et donc s'intéresser, en ce sens on pourrait le dire formaliste, s'intéresser à la forme du langage plutôt qu'au contenu, plutôt que de dire ah bah vive la révolution. Pour lui, il y a quelque chose là qui réitère, du fait même de l'utilisation du langage, quelque chose qui est contre-révolutionnaire, qui serait celui d'utiliser des formes anciennes du langage. Alors peut-être que chez quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, ça évoque la période d'après-guerre, où il y a une réflexion par certains, je pense au philosophe également marxiste allemand, Adorno, sur qu'est-ce qu'un langage et qu'est-ce que la poésie après le drame absolu qu'a été l'extermination des Juifs, des Tziganes et autres populations dites dégénérées. Qu'est-ce que signifie, après un régime comme le régime nazi, le langage? Qu'est-ce que cet ordre-là? Et au fond, Norman Brown, à sa manière réfléchie, et John Cage transforme cette impulsion en une tentative poétique qui est celle d'Empty Words.
D'où la valence également, excessivement, à mon avis, extrêmement politique, et pas seulement poétique, de cet ouvrage. Donc voilà une partition de cette œuvre qui s'appelle Empty Words. Et cette œuvre Empty Words, alors c'est la page 52, vous avez de la peine à la lire, mais vous voyez qu'elle est constituée de mots dont certains veulent dire des choses et d'autres veulent dire pas grand-chose. Je prends n'importe où, moi je vais le lire ici, même si c'est très petit chez moi, feel, foot, exhibit, c'est à peu près aux 2/3 de la première colonne. Alors feel, ok, pour ceux qui savent l'anglais, c'est sentir, foot, le pied, et exhibit, X-boat, non, pardon, airboat. On reconnaît bateau, mais airboat, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire blabla bateau, si on devait le traduire en français. Ce que je vais tenter de faire en partie ce soir, il y aura, dans ma performance, il y aura des parties avec des éléments non seulement clairement anglophones, mais aussi avec des résonances et des sons un peu francophones. Airboat. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de airboat? Feel, foot, airboat. Vous voyez déjà là que, de toute façon, les mots sont juxtaposés, la syntaxe est un peu disloquée. Sentir, pied, blabla, bateau, ou art bateau, air bateau. Bon, voilà. Déjà, vous voyez que ce petit vers que j'ai choisi et qui se trouve ici, eh bien, il me fait déjà perdre un peu pied par rapport à l'ordre habituel du langage. Alors là, je vous indique en passant c'est une mauvaise copie de ma partition, puisque sur ce texte primitif, dont je vais vous raconter comment il a été construit, John Cage propose que ceux qui se lancent dans son interprétation, eh bien, ne se contentent pas de le lire, mais trouvent des moyens d'aller vers ce qu'il veut, d'aller vers cette démilitarisation en utilisant toutes sortes de procédés qui doivent aller aussi dans son sens, c'est-à-dire que procédés qui ne doivent pas être liés au goût propre de l'interprète, mais qui doivent être liés à des opérations de hasard. Donc il faut pour se déterminer sur chacune des particularités de ce qu'il appelle, lui, ces différents événements. Donc ces événements, c'est tous les petits bouts de mots, les regroupements qui sont dans ce texte qui fait 80 pages. Et il y en a 4 fois 4, il y en a 16 000, un peu plus de 16 000 de ces événements. John Cage a créé ces événements comme feel, foot, airboat. Eh bien, il les a créés à partir, il les a extraits des 14 volumes du journal de David Thoreau, qui est un philosophe écologiste, proto-écologiste du 19e siècle, qui fait partie de l'école philosophique des transcendantalistes nord-américains, qui a été extrêmement important pour toute une série d'artistes et de créateurs et créatrices nord-américaines jusqu'à nos jours aussi. Ces 14 volumes ne sont pas encore traduits en français. Il y a eu des extraits qui ont été traduits en français. C'est extrêmement abondant. Donc 14 volumes dans lesquels John Cage dit « Je vais m'intéresser à tous les termes, tous les mots, toutes les parties, tout ce qui je trouve dans ce journal qui est une foule, qui est une mine extraordinaire. » Là, je parle un peu en extractiviste, si vous voulez, mais il va fouiller là-dedans. Et il essaie de prendre tout ce qui évoque quelque chose qui a lieu, qui a à voir avec la nature du son. Parce que ce qui intéresse Cage aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce texte purement littéraire, purement écrit, et comment je vais pouvoir l'articuler avec la question du son. Alors il prend chez Thoreau tout ce qui évoque de près ou de loin le son, et il le soumet à des opérations de hasard. Par exemple, pour choisir foule, il jette, alors il a un procédé fameux qui est celui du jet de dés du Yi-King, mais il y a d'autres procédés qu'il a utilisés. Vous connaissez peut-être le Yi-King, c'est ce livre des transformations chinois où on jette des pièces de monnaie plus que des dés, et puis ça nous donne une certaine combinaison, et ça donne des réponses à la question qu'on pose. La question qu'il pose, c'est quel volume de Thoreau? Alors il jette, et puis ça lui donnera le volume 3. Alors, ensuite, volume 3, quelle page? Quelle colonne? Quelle ligne? Quelle lettre?
ou ligne ou lettre, etc. Et au bout de 5 ou 6 jets de dés, ça lui prend donc pour écrire ce fil, là, peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Il y en a 16 000, vous voyez, il a mis 1 année et demie à composer ce texte à peu près non-stop entre 73 et 74. Donc voilà, ça vous donne une idée de la façon dont il a composé ce texte, où aucun de ses goûts propres n'a été mis en avant, il a simplement fait confiance au jet de dés et à l'extrême rigueur. Alors, il a non seulement été dans ce sens-là, il a aussi dit, je vais diviser mon œuvre pour faire sentir ce processus où l'on va de la syntaxe à la musique, s'approcher du son. Je vais procéder à une démilitarisation progressive de ce langage. 4 parties. La première, nous sommes ici dans la première partie, il conserve des sentences, référence à Greenham, 3 minutes. Des sentences, ça dure 12 heures la performance, donc je vais arriver dans les 3 minutes, ça devrait aller. Il conserve la syntaxe, feel, foot, sentir le pied, il y a un certain ordre, les sentences, les bouts de phrases. Il conserve des mots isolés, il ajoute aussi des syllabes et des lettres. Et, alors ici, John Cage et Norman Brown, ensemble, qui rigolent. Dans d'autres, alors un peu plus loin, on trouvera, par exemple, ici des lettres isolées. Je ne vais pas commenter ce chapitre parce que j'ai plus le temps, mais de toute façon, ça m'aurait pris à peu près 10 heures si je devais le commenter en entier. Et vous montrer ici, encore un autre exemple, ici on est dans la dernière partie où il a éliminé progressivement à chacune de ces parties tout ce qui ressemble à des sentences, puis tout ce qui ressemble à des mots, puis tout ce qui ressemble à des syllabes, et pour finir ici, rester uniquement des lettres qui parfois sont assemblées, donc qui ressemblent à des syllabes comme as ici, as, ou o et a, an. Donc ça, pour ceux qui assisteront à la performance, ça viendra, vous vous souviendrez, vers 5h20 demain matin. Je reconnais o et a, Anne, mais je ne vous dis pas comment je vais le dire. Et ceux qui reconnaissent, celles qui reconnaissent auront droit à une deuxième représentation d'Anti-Words, si tu es d'accord. Okay. Voyez, alors on arrive au fond à la fin, on n'est pas très loin de la fin, et on n'est pas très loin de la fin de mon exposé aussi, à des unités comme celle-ci. Vous voyez que, de nouveau, ce que je veux dire par là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on peut le lire comme un texte. Mais évidemment, si on est happé par Cage, la lecture devient même un acte de performativité, enfin, appelle une performativité, ou appelle l'appétit de performance. Et moi, je ne peux pas résister quand je vois ça, à me dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir le dire? Et je pense que soit je referme mon livre, ce que font probablement la plupart des gens, soit en m'y intéressant un peu, je ne me contente pas de lire A, E, K, P, point, M, point, To. Comment est-ce que ça... Donc même si ça se déroule dans l'intimité de la lecture silencieuse, je pense qu'il y a une performance du son et que cette page-là, même parfaitement silencieuse, a tout à fait sa place dans une biennale son et ça traite au bout du compte du son. Alors, je n'ai pas non plus commenté ce qui ouvrait mon exposé, c'est cette forme ou cette performance pas tout à fait achevée. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'ensemble des dessins dont Thoreau a émaillé son journal, c'est un journal manuscrit, dans lesquels il rassemble des images qui parfois prennent des formes évidentes, vous en verrez quelques-unes, parfois restent à l'état d'ébauche. Donc, Cage voit dans Thoreau quelqu'un qui préfigure un peu sa propre impulsion de réunir les différents arts, notamment celui du dessin, et à contempler ces plus de 100 dessins qui parsèment et qui seront projetés au moment de la performance, eh bien, je suis convaincu avec Cage que ces dessins ont quelque chose d'absolument formidable dans leur inachèvement aussi. Et donc, voilà, en gros, ce qui m'a amené à m'intéresser à Empty Words, voilà ce qui, je crois, caractérise la démarche de Cage et que, je pense, on peut éprouver, entre autres, par des types de performances. C'est Cage qui recommande, qui commence le soir au coucher du soleil.
il se trouve que c'est 7h20 ce soir et qui doivent terminer le matin lorsque l'aube paraît. Il se trouve que c'est 7h24 demain matin. Donc voilà MT Words. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre chairman.